Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Trois professionnels en gérontologie, Mathilde, Edwige et moi-même Valérie, vous présentons conseils, astuces, infos pour vous accompagner au mieux dans votre quotidien. Ce troisième épisode continue d'être au plus près de vous pour ne plus vous sentir en décalage ou isolé, pour pouvoir vous aider car ce dont nous parlons, vous le vivez au quotidien, pour que vous puissiez oser l'optimisme car les propositions que nous évoquons visent à expérimenter des solutions. Alors concrètement, vous allez retrouver en première partie Mathilde. Elle aborde la situation des aidants encore actifs et le monde du travail. Toujours trop peu adapté et sourd à la difficulté de cumuler sa condition d'aidant et son statut de salarié. Elle vous offre des pistes pour pouvoir sensibiliser votre entreprise. Pour ma part, après avoir traité de la communication non violente dans l'épisode du mois dernier, et en particulier l'auto-empathie, je continue ce mois-ci sur le même sujet, et c'est la réponse à comment aborder son proche sans le contrarier quand il s'agit de lui faire une demande, que je vous propose de considérer à travers la communication non violente. C'est parti pour faire des expériences. Vous ne retrouverez pas Edwige ce mois-ci, mais ce n'est que partie remise, elle donnera de nouveau de sa voix dans le prochain épisode. Et puis, la richesse des professionnels en gérontologie à vous offrir des espaces de répit et de rencontres existe bel et bien sur le territoire du Sud-Gironde. Le CLIC, le Centre local d'information et de coordination, fédère la plupart du temps ces actions et souhaite qu'elles existent près de chez vous. Depuis 2021, c'est à Oros que le psychologue et les coordinatrices du CLIC invitent les aidants à les rejoindre pour leur proposer plusieurs rencontres thématiques tous les mois. À travers leur interview, ils expriment l'impact d'une telle initiative en termes de bien-être et de lien social à préserver. Et toujours pour conclure l'épisode, quelques aidants du Bartage témoignent cette fois-ci de ce qui les aide pour leur changer les idées. C'est du partage bien ciblé. Il fait toujours beau au Baromé. Normal, Marianne conserve le soleil dans sa voix. Pour lancer l'épisode, laissons-lui la parole. C'est de la bonne humeur assurée. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Bonjour, nous voici donc en direct du Baromètre, ça y est, on est en terrasse, il fait beau, 20 degrés aujourd'hui ressenti en terrasse. Donc cette nouvelle séance du Bartage a pu avoir lieu en extérieur, super sympa de retrouver un peu cette ambiance estivale. Voilà, puis nous du coup au niveau de l'épicerie, pareil, au niveau animation, ça commence à se mettre en place avec de nouvelles dates à partir du mois de mai, des concerts, des rencontres avec des viticulteurs, avec des producteurs, voilà, plein de belles choses qui vont arriver d'ici peu. Et voilà, juin, juillet, des concerts presque tous les week-ends. Donc vous pourrez profiter de la terrasse, de la vue. Donc n'hésitez pas à rejoindre le petit groupe du Bartage déjà en place. Tout le monde peut venir. Voilà, n'hésitez pas à venir faire une petite pause si vous êtes aidant d'une personne en difficulté. Cela se fait dans la bonne humeur, l'écoute, l'entraide et la convivialité. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ce rendez-vous mensuel, je me suis dit que nous pouvions parler de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle en tant qu'aidants familiaux. Quand on travaille, il n'est pas toujours évident de réussir à concilier sa vie professionnelle avec l'aide quotidienne apportée à son proche. Et je ne vous parle même pas quand on veut prendre du temps pour soi. Cela relève d'une double vie. Pour rappel, sur les 11 millions d'aidants familiaux en France, 53% sont salariés et 61% sont actifs, soit la moitié jongle entre l'aide à un proche et leur carrière, ce qui peut engendrer de la fatigue, du stress et de la culpabilité. L'association France Alzheimer et maladies apparentées a mené une enquête auprès de 1500 aidants avec une activité professionnelle. Il en ressort que 8 sur 10 avouent avoir des difficultés à concilier vie d'aidant et vie professionnelle. 9 sur 10 souffrent de stress, d'anxiété, de fatigue, voire de troubles physiologiques liés à cette situation. Plus de 4 sur 10 estiment que leur évolution professionnelle est freinée en raison des contraintes de leur responsabilité d'aidant. À peine 2 sur 100
déclarent être accompagnés par leur entreprise. Alors, comment trouver le juste équilibre entre aidance, travail et vie de famille? Graziella Cotti, psychologue du travail, nous explique que cette problématique fait partie des facteurs causes de risques psychosociaux, c'est-à-dire un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs, et est donc un sujet au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, certaines entreprises proposent un accompagnement psychosocial afin de soutenir leurs salariés dans les moments difficiles de leur vie. Mais le plus souvent, tout cela n'est pas connu par le salarié. La psychologue du travail recommande donc vivement de parler simplement de la situation à son manager, à un responsable RH ou même au médecin du travail, cela permettant de trouver une solution. De plus, cela évitera les incompréhensions et les quiproquos de toute nature. Mais ce n'est pas évident d'évoquer cette situation à son employeur. L'enquête de France Alzheimer a mis en évidence les différentes raisons de ce silence. Nous retrouvons 34% désirent ne pas évoquer leur vie personnelle au travail, 25% ont peur des retombées négatives pour leur carrière et 10% pensent qu'ils travaillent dans une structure qui ne semble pas apte à prendre en compte leur situation. Échanger avec votre chef permet donc de crever l'abcès et de mettre des mots sur vos difficultés d'organisation, mais aussi de trouver ensemble des solutions pour vous permettre de mener de front vos vies d'aidants et de salariés. Voici donc quelques solutions que votre employeur peut vous proposer ou que vous pouvez lui suggérer. Dans un premier temps, vous pouvez demander à disposer de plus de souplesse sur vos absences ponctuelles, convertir vos jours de RTT et de congés grâce à un compte épargne-temps, aménager vos horaires au quotidien en vous accordant par exemple une pause d'1 heure ou 2 pour vos démarches, envisager une formule de temps partiel. En dernier recours, sachez que le congé des proches aidants peut vous permettre dans certaines situations de suspendre un temps votre activité. De plus, maintenant que nous avons abordé la conciliation entre vie professionnelle et le temps d'aidant, où se situe le temps pour soi? La vie personnelle entre famille et amis. 85% des aidants interrogés par France Alzheimer consacrent en effet moins de temps qu'avant à leur vie sociale et à leurs loisirs. Or, bien prendre soin d'un proche, cela commence par être attentif à sa propre santé physique et psychologique. Il ne faut pas culpabiliser à se ménager des pauses dans sa vie d'aidant. C'est une nécessité pour être performant au travail et disponible dans sa vie d'aidant. Concrètement, comment faire? Prendre un congé avec son proche ou non? Opter pour une solution d'hébergement temporaire pour reprendre pied, se faire accompagner psychologiquement. Mais aussi, vous réserver quelques heures par semaine, des créneaux pour votre famille ou pour vous-même. Participer à un groupe d'aidants pour échanger avec d'autres personnes dans la même situation peut vous faire du bien. En résumé, il n'est vraiment pas facile d'allier vie personnelle et vie professionnelle quand on est aidant d'un proche. En effet, les journées ne sont que de 24 heures. Mais pour que cela soit un peu plus facile, nous vous conseillons d'en parler à votre employeur afin de trouver des solutions sur votre emploi du temps professionnel et de prendre du temps pour vous dès que possible. Et surtout, ne culpabilisez pas de penser à vous. Parlez de votre situation autour de vous, cela commence aussi par votre famille et vos amis. J'espère que cette thématique vous a intéressé et je vous dis à dans un mois. De nombreuses études ont montré que contribuer au bien-être des uns et des autres apporte de la joie. Je suppose que beaucoup d'entre vous reconnaissent ce sentiment puisque vous êtes dans une relation d'aide. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de la communication non violente à travers l'auto-empathie, c'est-à-dire la bienveillance envers soi-même. Être à soi-même une présence amie, un vrai challenge quotidien. Car reconnaître ses propres besoins va faciliter grandement notre relation à l'autre et pouvoir être plus facilement à son écoute. Nous éprouvons tous des émotions qui répondent à des besoins, celui d'être rassuré, reconnu, entendu, besoin de liberté, etc. Et savoir les identifier
c'est aussi faciliter la communication avec l'autre. L'objectif de la communication non violente, c'est la joie de la coopération. La joie de la coopération, qu'est-ce que? Eh bien, c'est tout simplement être clair quand nous sommes en relation avec l'autre. Clair dans notre expression, clair dans notre manière de faire des demandes. Allez, un court éclairage théorique va vous aider. Marshall Rosenberg, donc l'initiateur de la communication non violente, s'est posé la question suivante. Qu'est-ce qui fait que parfois nous vivons des relations satisfaisantes et quelles sont les habitudes que nous mettons en place? Et qu'est-ce qui fait que la communication se complique et devient désagréable? Après s'être intéressé à divers courants de la psychologie, aux travaux de Carl Rogers sur l'empathie et après de multiples observations de nos comportements relationnels, il a pu constater que lorsque nous partagions nos émotions et nos besoins avec la personne à qui nous nous adressons, les demandes à partir de ce moment-là étaient plus adaptées et mieux entendues. Pour en savoir un petit peu plus sur Marshall Rosenberg et son approche de la communication non violente, vous pouvez consulter son ouvrage phare « Les mots sont des fenêtres ». Je vous mettrai de toute façon les références en descriptif de l'épisode. Donc, si nous reprenons la démarche de la communication non violente, elle repose sur 4 éléments. 1. L'absence de jugement et l'observation de ce qui est factuel, ce qui concrètement se passe quand on communique avec quelqu'un et que nous ne sommes pas d'accord. 2. Être à l'écoute de son ressenti. Quelle émotion je ressens quand cette communication se passe mal? Colère, tristesse, désarroi. 3. Relier cette émotion à un besoin qui n'est pas satisfait, et c'est certainement cette étape qui est la moins facile, car nous n'avons pas du tout l'habitude d'interroger nos besoins et encore moins de les mettre en relation avec nos sentiments. Je vous ai décrite de manière plus détaillée ces 3 propositions dans l'épisode précédent. Et je vous ai donné aussi des pistes pour pouvoir vous aider à les pratiquer. C'est l'habitude à identifier nos ressentis et nos besoins qui rendront la communication non violente plus facile à intégrer dans la relation avec votre proche. Et puis, il y a le 4e élément qui est celui de la demande. Cela veut dire demander quelque chose à l'autre qui puisse être entendable. C'est non pas imposer ce que vous lui demandez, d'ailleurs c'est souvent ainsi que se crée l'animosité chez votre proche par exemple, mais votre demande va reposer sur quelque chose de négociable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez identifié vos besoins, vous allez pouvoir l'exprimer à l'autre et lui parler de manière à ce qu'il reconnaisse aussi votre besoin et qu'ainsi il reçoive votre message. Ouh là là, je sens que je vous perds un peu. C'est un peu vague et cela paraît compliqué, je l'avoue. Alors, pour que vous puissiez comprendre un peu mieux, je reprends l'exemple de l'épisode précédent. Donc, vous êtes avec votre proche en pleine discussion, il fait froid dehors, votre proche souhaite sortir dans le jardin, vous lui demandez de mettre un manteau, il refuse. Vous insistez et du coup, la relation s'envenime. La communication non violente peut peut-être vous aider. Comment faire? Tout d'abord, essayez de ne pas juger votre proche et de vous en tenir aux faits. Il vous dit « je ne veux pas mettre de manteau ». Qu'il vous dise cela a tendance à vous énerver, vous mettre en colère. Ça, c'est votre émotion. Et pourquoi cela vous met en colère? Parce que peut-être vous considérez qu'il fait froid et que c'est parce que vous prenez soin de lui que vous insistez pour qu'il se couvre. Et qu'il ne respecte pas ce que vous lui demandez, c'est pour vous que votre proche ne reconnaisse pas votre besoin de prendre soin de lui. C'est votre besoin de reconnaissance d'être un bon aidant qui n'est pas reconnu. D'accord. Et maintenant, que faire pour que le rapport avec votre proche se détende et que la demande que vous lui faites peut être entendue ou du moins qu'il y ait quelque chose qui se modifie pour améliorer votre relation qui s'est tendue. Alors du coup, vous pouvez lui exprimer que vous vous sentez énervé parce qu'en refusant de se couvrir, vous pensez qu'il ne reconnaît pas votre besoin qui est d'être reconnu comme celui ou celle qui prend soin de lui. Attention bien sûr à ne pas le culpabiliser. Votre ton ne doit pas être accusateur mais au contraire factuel, explicatif. Et puis vous pouvez aussi lui exprimer que si lui a ressenti votre demande comme quelque chose que vous vouliez lui imposer, que faire pour que tous les deux deveniez satisfaits? S'il ne veut pas mettre son manteau par exemple, il peut choisir autre chose,
un blouson qu'il choisit ou bien prendre une écharpe et des gants. En fait, il s'agit avant tout d'apprendre à savoir se parler pour pouvoir s'entendre. C'est ce que dit effectivement Françoise Keller dans son ouvrage « Pratiquer la communication non violente » aux éditions Interéditions. Elle propose beaucoup d'exercices pratiques car il est nécessaire de faire ses gammes, comme elle dit, un peu comme si on apprenait à faire de la musique. Il faut s'entraîner et encore s'entraîner. Et il n'est pas toujours facile d'avoir en tête la démarche. 1. Observation. 2. Écoute de son émotion. 3. À quel besoin cela correspond. 4. Comment adapter la demande à l'autre pour qu'il ne se sente pas blessé. Et quand on demande à Françoise Keller ce que lui a apporté la communication non violente, elle répond « une grande économie d'énergie ». Elle s'était tellement épuisée à vouloir que les autres comprennent ses besoins et fassent ce qu'elle voulait. Oui, la communication non violente repose sur la nécessité de prendre soin de la relation à l'autre, mettre de côté ses jugements, observer, être à l'écoute de ses ressentis et ceux de l'autre, s'exprimer clairement sans intention de culpabiliser pour ensemble trouver une solution qui soit satisfaisante pour chacun. Oups, je sais, c'est un grand challenge. Mais la posture de cette démarche est déjà une belle initiative. Écoute de soi et empathie envers l'autre. Être présent dans la relation, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Vous pourrez retrouver tous les éléments que j'ai cités dans le descriptif de l'épisode et plein d'autres infos sur le blog du site lebartage.fr. En espérant que cela vous ait donné envie d'en savoir un peu plus et pourquoi pas de tenter d'utiliser la communication non violente dans votre quotidien. Et je vous dis au mois prochain! Gérontologie, nous tous, sommes conscients qu'il est nécessaire de prendre soin de la santé des aidants. C'est pourquoi le CLIC du Sud-Gironde, dans le cadre de son programme Groupe de soutien des aidants familiaux, propose des ateliers une fois par mois, le mardi et le jeudi. Pour en savoir un petit peu plus, je suis allée à la rencontre de Pierre, Laetitia, Marie et Jessica, à l'initiative de ces ateliers. Ils nous parlent de leur fonction, de leur implication, de leur motivation et du sens qu'ils donnent à ce programme. Sans attendre, je vous laisse les écouter. Qui es-tu et peux-tu nous dire ce que vous proposez tous les quatre dans le cadre du groupe de soutien des aidants du Sud-Gironde ? Je m'appelle Pierre Capaldi, je suis le psychologue du CLIC et dans ce cadre-là, je mets en place avec mes collègues un groupe qui s'appelle Entre aidants. C'est un groupe pour les aidants familiaux de personnes âgées qui ont des soucis qui peuvent être des soucis de santé, tous les soucis qui peuvent amener à des problématiques de dépendance. Dans ce groupe, on accueille des aidants familiaux sur trois temps chaque mois. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on va mettre en place ce qu'on appelle les mardis de l'info. C'est des ateliers thématiques avec des professionnels de ce milieu-là qui viennent intervenir sur un sujet précis. Par exemple, rencontrer des évaluatrices de l'APA pour parler des solutions de répit ou rencontrer l'ESA. Donc eux, ils interviennent à domicile chez des gens qui ont des troubles cognitifs plutôt légers pour essayer de leur faire travailler la mémoire dans l'idée d'essayer de maintenir les acquis et de rester le plus longtemps possible autonome. Les MOG, c'est l'équipe mobile de gériatrie de l'hôpital qui se déplace à domicile pour faire des évaluations complètes de personnes qui en ont le besoin pour pouvoir conseiller, on va dire, la prise en charge soit plus adaptée. D'accord. Parce que si on fait face, je sais pas, par exemple, à plein de spécialistes qui chacun va donner un traitement, chacun ne consulte pas l'autre et du coup, c'est pas toujours pertinent d'avoir tout ça. Donc, c'est tout l'intérêt de cette approche globale de l'EMOG. Donc, bien entendu, dans ces ateliers que nous on propose le mardi de l'info, si par exemple c'est l'ESA qui vient, elle fait pas le travail d'ESA, elle va présenter son travail pour permettre aux gens qui en auraient besoin de pouvoir les solliciter si besoin. Après, dans les deuxièmes temps qu'on met en place chaque mois, on a ce qu'on appelle les jeudis convives. Donc là, c'est des moments plutôt de convivialité entre aidants. Avec rien qui est en lien direct avec la dépendance. L'idée, c'est plus de passer un temps agréable, un moment de répit les uns avec les autres. Le troisième temps chaque mois, c'est le jeudi transpi. Et donc là,
comme sur le jeudi qu'on vit, l'idée c'est de faire de l'activité physique adaptée avec un coach sportif. Et depuis quand existe cette proposition ? Ça existe depuis quelques années. Au départ, ça a été créé dans le Réolais par Isabelle Papineau, si je dis pas de bêtises. Donc le groupe a bien vécu ici dans le Réolais et il y a 2 ans, on a décidé de se mutualiser plusieurs personnes du CLIC et de centraliser sur plusieurs territoires, c'est-à-dire entre le Langonais, le Bazadais et le Réolais, pour pouvoir proposer ce contenu-là de manière plus large à plus d'aidants. Donc on s'est installé à Oros, qui était à peu près au centre de tous ces territoires-là. Alors, c'est pas dit qu'à l'avenir on bouge pas un petit peu de ville. Là, c'est encore un peu en discussion pour l'année prochaine. En tout cas, cette année, c'est à Oros. Et toi, Pierre, quel est ton rôle dans ces ateliers ? Alors, moi, je suis soit sur l'organisation de la coordination avec mes collègues de l'ensemble de ces rencontres-là. Ça va être de la coordination soit en contactant des partenaires, soit en faisant de la communication, c'est assez large. Et je propose aussi avec Marie-Alain, ma collègue du CLIC, un groupe de parole qu'on a appelé la parole aux aidants dans le cadre des ateliers thématiques du mardi, les mardis de l'info. Voilà, c'est un peu à titre expérimental pour le moment, et si c'est quelque chose qui ressort un petit peu dans les besoins des aidants, peut-être que ça pourrait être plus pérennisé, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Pourquoi proposer ces ateliers et qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux aidants ? L'intérêt de ces ateliers, c'est de donner des outils, des armes aux aidants pour pouvoir faire face aux problématiques de dépendance de leurs proches, parce que il y a énormément de choses qui existent dans ce domaine-là, mais y accéder, c'est pas toujours facile. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir à la fois des professionnels de différents secteurs qu'on peut rencontrer, et puis c'est aussi le deuxième intérêt principal, je pense, c'est aussi pouvoir souffler un peu, avoir un petit peu de répit, puisque dans le cadre de ce groupe-là, on propose que la personne aidée soit prise en charge au domicile par un aide à domicile, ou en tout cas une personne, et financée par le CLIC, par le groupe des aidants. Qui es-tu ? Alors, je suis Laetitia Antunes, je suis coordinatrice sociale au CLIC Sud Gironde et j'interviens tout particulièrement sur le secteur du Réolais, du Montséguré et de Oros. Là, l'essentiel de mon travail est un accompagnement individuel auprès des familles ou auprès des personnes concernées par la perte d'autonomie. Notre public cible, effectivement, au niveau du CLIC, c'est d'intervenir auprès des personnes de 60 ans qui commencent à avoir des problèmes de maintien à domicile. Quelle est la difficulté la plus importante que vous rencontrez auprès des aidants ? Est-ce que ce n'est pas celle de se reconnaître en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'aidant ? Alors effectivement, la première difficulté que nous rencontrons pour pouvoir avoir des participants dans ce type de programme qui est dédié aux aidants, c'est déjà que les personnes puissent se considérer comme aidants. Ils vont se considérer comme épouses ou comme enfants d'une personne qui a des problèmes de santé et qui a besoin donc d'aide à la maison. Donc on propose différentes aides, voilà, pour pouvoir améliorer le quotidien tant de l'aider que de l'aidant. Et l'idée de ce programme, c'est d'aller plus loin et de pouvoir se centrer sur l'aidant, puisque nous on peut le constater au quotidien, et il y a des chiffres aussi qui le montrent, c'est que les aidants en fait s'oublient, ce qui est totalement compréhensible, parce qu'ils ont une personne qui est à côté d'eux, qui est en difficulté, et donc ils vont se centrer sur la personne qui est en difficulté, et donc eux ils vont s'oublier, ils vont le faire parce que c'est l'époux, donc c'est normal pour eux qu'ils ne voient pas les choses différemment. En fait, pour eux c'est une évidence, donc ils font. Et ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que effectivement, ils peuvent faire. On leur dit pas de ne plus aider. Pour autant, c'est prendre conscience que c'est pas sans conséquence sur leur santé.
C'est cet aspect qui t'a intéressé à travailler avec les aidants dans ce programme? Donc moi, c'était vraiment ça au début, ce qui m'a vraiment motivée, c'était la santé des aidants. C'est que ce sont souvent aussi des personnes vieillissantes et qu'elles aussi, elles ont des problèmes de santé et qu'elles s'oublient totalement. Elles ne considèrent plus leur santé puisqu'elles peuvent avoir des pathologies chroniques et en plus, le stress engendré peut aussi majorer certaines pathologies cardiaques. Et donc l'idée, c'est d'aider les aidants et qu'ils arrivent aussi à prendre soin d'eux, soin de leur santé, donc les sortir de chez eux. Donc premier point, effectivement, qu'ils se considèrent comme aidants. Une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient aidants, c'est les amener à se considérer, à prendre soin d'eux. Et toi, quel sens donnerais-tu à cette proposition d'atelier pour les aidants? L'idée, c'était amener l'aidant à se considérer, ne pas oublier la personne qu'il a à côté, c'est tout à son honneur, mais tout en pensant aussi à soi, en se ménageant, et c'est trouver un équilibre, et enlever cette culpabilité que peut avoir l'aidant quand il va penser à lui, quand il va s'octroyer du temps, et que le temps pour soi, c'est aussi pour l'aider en fait. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, que c'est le pilier, et que sans eux, la personne qu'elles aident ne pourra plus rester là. Donc c'est un duo qu'il faut soutenir à deux, et voilà. Qui es-tu et sur quoi repose ton métier? Alors moi je suis Marie-Alain, coordinatrice sociale au CLIC sur le secteur du Langonnet et Saint-Maxent. Alors on fait beaucoup de visites à domicile, ce qui nous permet de faire des évaluations globales. Moi j'aime beaucoup rencontrer les gens chez eux. On peut être interpellé pour des besoins d'aide à domicile ou d'infirmière, et notre venue va permettre d'avoir un regard et de proposer peut-être plusieurs solutions. On va répondre à leurs besoins, on va constituer le dossier d'aide à domicile, et après on va un petit peu se pencher sur leur mode de vie, regarder la position des aidants, proposer des solutions de répit. Ça peut être aussi des aménagements du logement, des aides financières. On peut être amené à remplir plusieurs missions complètement différentes au sein de domicile. Moi j'aime bien, c'est ce que je dis souvent, c'est que en fait dès qu'on ouvre une porte, on peut avoir des missions complètement différentes. Et ça c'est ce qui fait tout l'intérêt du métier. Quand as-tu investi le groupe du groupe de soutien du Sud-Gironde et qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu y as remarqué? J'y suis arrivée l'année dernière où Pierre et Isabelle sont venus nous chercher pour décentraliser le lieu, ce groupe des aidants qui était basé sur le Réolais, et essayer un petit peu de toucher plusieurs territoires. Alors je co-anime les différentes activités avec mes collègues. Je suis sur le groupe depuis ce programme-là, et ce que je remarque, et j'ai envie de m'y pencher plus dessus, c'est que chaque aidant n'est pas au même niveau de réflexion et aux mêmes attentes. Et ça, je trouve que c'est intéressant de cibler les attentes de chacun sans peut-être froisser et angoisser l'autre, et mesurer un petit peu tout ça. Le groupe d'âge aussi, on a là 2 aidants qui ont un écart d'âge assez important, et elles ne sont pas dans les mêmes attentes et dans les mêmes démarches. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant à regarder aussi. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, c'est on est très sensible aux aidants, et on aimerait qu'ils viennent pour pouvoir s'autoriser à prendre du répit, à penser, à prendre soin de soi. Qui es-tu? Je suis Jessica Destrac, coordinatrice sociale au CLIC sur le secteur Bazadais et Villandon. Comment les aidants peuvent-ils entrer en contact avec vous
plusieurs solutions? Ça varie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des appels, on peut avoir des mails, on peut avoir des orientations, voilà, ça passe par aussi le secrétariat du CLIC. Donc c'est assez varié au niveau des contacts en fait. Et ensuite en général on rappelle, voilà, nous on a l'information donc par mail, par téléphone, peu importe, et ensuite on rappelle toujours la personne qui nous a contacté, que ce soit l'aidant ou la personne aidée. Voilà, on prend les informations par téléphone et en fonction de la demande, on y va, on oriente, on conseille. Et toi, que fais-tu au sein de ce programme qui a lieu à Oros? Moi, j'ai intégré le groupe donc il y a 3 mois à peine maintenant. Et donc effectivement, voilà, c'est un groupe donc centré pour les aidants. Donc voilà, avec autant d'informations qui peuvent peut-être leur venir en aide. Enfin, c'est des informations qu'on peut leur donner pour que eux puissent aussi après s'en servir au domicile avec la personne aidée. Ça peut être voilà des moments de bien-être pour eux, de répit, de convivialité. Voilà, comme disaient mes collègues, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement il y a un petit groupe un peu plus important qui se forme afin qu'il y ait aussi ce lien qui se crée entre chacun et qui puisse ensuite peut-être créer un lien extérieur et peut-être avoir encore plus envie de prendre du temps pour soi sans avoir ce côté de culpabilité. Parce que les aidants souvent on prend pas toujours en compte aussi ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent et parfois sont très épuisés. J'ai encore une visite ce matin où j'ai rencontré un aidant assez épuisé et avec une épouse qui, du coup, suite à des troubles, ne veut même plus de lui et dit des choses devant lui très dures à entendre, je pense, pour lui. Et pourtant, il est là, toujours à ses côtés. Et effectivement, je pense qu'ils ont besoin aussi du répit et de se sentir eux aussi quand même... et d'avoir un peu plus d'estime aussi, je pense, d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Je saurais même pas comment dire ce qui plaît, c'est que voilà, ils ont beaucoup de choses aussi à apporter, à nous apprendre et de pouvoir venir en aide justement. Enfin voilà, c'est ça aussi, c'est le cœur de notre métier, c'est de pouvoir venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Et là, ce sont en plus des personnes souvent fragilisés, qui en plus l'information ils ne l'ont pas toujours. Il y a un décalage aussi sur la diffusion de l'information, sur la plupart des personnes âgées qu'on rencontre, comment y accéder. Donc voilà, on est quand même un relais assez important pour eux. Le petit mot de la fin peut-être. Si vous avez envie d'informations sur la personne âgée, la dépendance ou besoin de répit, n'hésitez pas à venir au groupe Entraidants où vous y trouverez toutes vos réponses. Moi, quand ça va pas trop, soit j'ai la lecture, soit je vais me promener, soit je fais des jeux sur Internet. Voilà, comme le Mahjong ou des jeux de lettres ou comme ça. Ça me change les idées, ça me permet de m'évader et de penser à autre chose. C'est vraiment des activités qui me plaisent et qui me permettent de faire le vide et de penser à autre chose, oui. Et tout compte fait, en t'écoutant parler, je disais que j'avais rien à dire, mais finalement, je fais la même chose. Moi, je fais du chinois depuis 1 an. Et c'est vrai que quand il y a un souci, je monte dans la chambre et j'apprends quelques règles, quelques mots, je prononce. Il y a des applications sur le téléphone. Et c'est vrai, où je mets un peu de musique, mais c'est vrai. C'est pas une méthode en soi, mais c'est une façon effectivement de se retrouver un peu face à quelque chose qu'on aime. Ça fait du bien. Ouais. Oui, et puis de penser à autre chose, quoi. C'est ça. De se changer les idées, oui. Du coup, on coupe avec... Oui, avec ce qui existe, avec ce qui nous embête un peu, oui.
L'épisode arrive à sa fin. Si le podcast du Barthage continue de se réaliser cette année 2022, c'est grâce au soutien financier de la conférence des financeurs dans le cadre de l'aide aux aidants. Vous pouvez donc écouter un nouvel épisode chaque mois avec la possibilité de le retrouver directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter. Il vous suffit de rendre visite au site lebarthage.fr, tout attaché en minuscules. Il vous permet de retrouver toutes les infos de l'accueil aidant aidé du Barthage, ainsi que toutes les descriptions des épisodes. Vous avez la possibilité d'écouter directement le podcast depuis le site ou de le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, le podcast du Barthage. N'hésitez pas à nous laisser vos avis, vos témoignages, vos propositions de sujets ou de thèmes à aborder. Nous y accorderons toute notre attention. Et si vous aussi, vous connaissez des personnes pour lesquelles le podcast peut faire du bien, allez-y, faites-leur écouter. On vous retrouve le mois prochain et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.